1661, en mer de Chine. Une flotte de plusieurs centaines de jonques appareille. Elle a pour mission de chasser les Hollandais de l'île de Taïwan. À sa tête se trouve un général âgé de 36 ans, Koxinga. L'issue de la bataille fera de cet homme un héros, une légende. Et des siècles plus tard, certains le vénèrent encore comme un dieu. Comment Koxinga a-t-il fait de simples navires marchands des armes de guerre? C'est ce qu'une équipe d'ingénieurs et d'historiens va s'efforcer de découvrir. Pour cela, ils vont construire une jonque à l'identique. Mais le matériel et les techniques qu'ils utilisent suscitent la controverse. Et nul ne sait si le jour venu, le navire tiendra la mer. Au final, c'est toute l'épopée légendaire d'un grand chef de guerre du XVIIe siècle qu'ils vont devoir reconstituer, étape par étape. En ce début de l'année 1661, des centaines de navires armés quittent la province du Fujian, en Chine. À moins de 200 km de là, de l'autre côté du détroit de Taïwan, également appelé détroit de Formose, les Hollandais occupent le fort de Zelandia, près de l'actuel Tainan. Ils savent que l'envahisseur approche, mais sont impuissants à l'arrêter. Pour le commandant de la flotte chinoise, la traversée s'annonce périlleuse. Et il sait que la réussite de sa mission dépend entièrement des qualités exceptionnelles de ses jonques. Koxinga n'attaque pas Formose par jeu ou par convoitise. Il entreprend un voyage sans retour. S'il échoue, c'est la mort assurée pour lui et ses hommes. Tainan, sur l'île de Taïwan, compte près de 800 000 habitants. Façonnée par des siècles de construction navale et de commerce, cette ville moderne et grouillante d'activité reste aujourd'hui tournée vers la mer. Koxinga, le héros de l'invasion de 1661, y fait l'objet d'un véritable culte. Il est partout. Des temples ont été érigés à sa mémoire. Son nom en mandarin, Zheng Chenggong, a été donné à des rues, à des universités. Et pas seulement à Tainan. Il est vénéré dans toute l'Asie. Rien qu'à Taïwan, des centaines de temples lui sont dédiés. Certains voient en Koxinga un corsaire, d'autres en ont fait un roi. On se dispute pour savoir si c'était un loyaliste ou un fou, mais son rayonnement était tel qu'il est devenu un dieu. Une telle ferveur s'explique par les prouesses accomplies ici, à Taïwan, par ce marin d'exception. Le savoir-faire de Koxinga lui a valu une réputation d'invincibilité en mer. Avait-il un secret? C'est ce que vont tenter de découvrir des architectes navals qui ont été chargés par la municipalité de Tainan de construire la réplique exacte d'une jonque chinoise du XVIIe siècle. Une fois terminé, le voilier prendra la mer afin que les peuples d'Asie puissent célébrer l'héritage de Koxinga. L'historien Chen Xingxiong contribue à la réalisation de ce projet unique. C'est ici que Koxinga a accosté. Là-bas, c'est un cours d'eau, le Luermen. Il a fait halte à Penghu, puis a accosté ici. Comment construit-on une jonque du XVIIe siècle? Pour obtenir une réplique parfaite, il va falloir effectuer des recherches très poussées et discuter de chaque détail. Quel type de bois doit-on utiliser? Quels outils? Comment recruter le personnel? Côté technique aussi, il faudra tout calculer pour que la structure soit satisfaisante. Les problèmes sont innombrables. Le premier obstacle est de taille. Il n'existe aucun traité de construction des jonques chinoises traditionnelles.
Et l'équipe va devoir percer tous les secrets de ces voiliers avant de se mettre au travail. On ignore tout des techniques de construction navale chinoises, car aucun plan ne nous est parvenu. C'est au Japon, le pays de naissance de Koxinga, que l'équipe trouve sa première piste. Tout commence ici, à Hirado, sur la côte ouest. Chaque année, au mois de juillet, les habitants rendent hommage à Tei Seiko, le nom que les Japonais donnent à Koxinga. Cette fête honore la mémoire de Tei Seiko, car nous sommes très fiers qu'il soit originaire de notre ville. Mais Su Kengxiu n'est pas venu assister aux festivités. Mandaté par la municipalité de Tainan, il est en mission commandée. Il doit trouver un document qui soit suffisamment détaillé pour permettre au concepteur de dessiner le plan précis d'une jonque. Koxinga est né à Hirado en 1624. Son père était chinois et sa mère japonaise. C'est elle qui a élevé seule l'enfant, son époux étant absent. Au XVIIe siècle, Hirado était un port florissant qui accueillait des navires venus des 4 coins du globe. Les jonques servaient au transport des marchandises entre les navires et Hirado et les ports des environs. L'économie tout entière dépendait du trafic maritime. Pour garder une trace de leur passage, les autorités faisaient peindre tous les navires qui entraient et sortaient du port. C'est dans le musée d'histoire Matsuura que l'équipe de Tainan découvre un document essentiel à la réalisation du projet. Un rouleau vieux de 300 ans où sont représentés différents navires marchands chinois du XVIIe siècle. Parmi les peintures se trouve celle d'une jonque de Taïwan avec les dimensions de chaque partie du bateau. Les membres de l'équipe n'en espéraient pas tant. C'est une œuvre qui date du XVIIe siècle. La peinture de cette jonque sur rouleau est unique au monde. Personne n'aurait imaginé qu'elle servirait un jour à construire une réplique. L'équipe doit maintenant trouver le moyen de dessiner, à partir de cette simple peinture, le plan précis d'un bateau de près de 30 mètres de long. Je suis allé me renseigner auprès de nombreux savants et experts, y compris au Japon. Et quand j'ai vu l'original, ça m'a conforté dans l'idée que ce projet valait la peine. Mes interlocuteurs m'ont pris pour un fou. Su Kengxiu dispose d'un atout précieux. Un homme capable de dresser un plan à partir d'une peinture. C'est l'un des meilleurs constructeurs de maquettes d'Asie. Et c'est aussi un spécialiste des jonques chinoises traditionnelles. Il s'appelle Cheng Shuming et il a été chargé de confectionner un modèle réduit du voilier afin d'en vérifier la navigabilité. D'une forme très caractéristique, la jonque est le symbole par excellence, partout dans le monde, du commerce asiatique. Elle est aussi très fonctionnelle. Et ses qualités de navigation ne se démentent pas depuis le Moyen-Âge. La coque, extrêmement solide, est capable de résister aux typhons qui s'abattent périodiquement sur la région. Un grand explorateur italien du XIIIe siècle avait relevé une autre particularité essentielle de la jonque. Marco Polo a été séduit par les navires chinois traditionnels, qu'il trouvait remarquables, techniquement très avancés. Leur point fort, c'est la division en compartiments. Comme on le voit ici, tout l'intérieur de la coque est cloisonné. Ça fait penser aux pattes des araignées, qui sont composées de plusieurs segments. Parce que, comme l'a fait remarquer le sinologue Joseph Needham, cette technique s'inspire de la nature. C'est elle qui donne sa solidité à la structure. Le gréement de la jonque est composé de voiles renforcées par des lattes. Avec le gouvernail, elles assurent la propulsion et la manœuvre du navire.
Pour permettre la construction d'une réplique exacte, Cheng Chu-ming doit fabriquer au préalable un modèle réduit au 25e. Des semaines durant, il étudie des documents et des peintures et dresse toute une série de plans détaillés. Puis il peut enfin s'attaquer à la construction de la maquette. C'est un véritable chef-d'œuvre. Cheng Chu-ming doit s'assurer maintenant que sa maquette tient la mer. Il procède à une batterie de tests afin d'en vérifier la structure, la navigabilité et la résistance aux intempéries. Ce n'est qu'un modèle réduit, mais la jonque flotte. À partir des résultats des essais, l'équipe va pouvoir s'atteler à la construction de la réplique aux dimensions réelles. Le Fujian est une province chinoise dont la tradition maritime remonte à plusieurs millénaires. Parti de Hirado pour rejoindre son père installé en Chine, Koxinga a passé le plus clair de sa vie ici. Et son souvenir y est omniprésent. Sous forme de statues géantes, comme ici à Quanzhou, mais aussi dans le théâtre de marionnettes chinois. Il sera même le super-héros d'un film d'animation actuellement en cours de réalisation. Si les habitants de la région vénèrent Zhen Chenggong et utilisent autant son image, c'est parce qu'ils le considèrent comme un héros. À la tête d'un millier de jonques, se livrant au commerce aussi bien qu'au pillage, Koxinga et son père ont bâti un véritable empire maritime. Zhen Chenggong, c'est la quintessence du courage et de l'esprit de conquête des habitants du Fujian. Au XVIIe siècle, la construction des bateaux en Chine était essentiellement un travail de femmes. Aujourd'hui encore, ce sont elles qui réparent les vieilles jonques à la main, selon des méthodes éprouvées par le temps. C'est depuis ces plages du Fujian que Koxinga est parti de Chine à la conquête de Taïwan. Seul le motivait la volonté de restaurer la dynastie Ming, qu'il avait juré de servir jusqu'à la mort. En 1661, cela faisait plus de 10 ans qu'il se battait farouchement. Mais partout, l'Empire s'effondrait sous l'avancée des Mandchous venus du nord. Pour ce fervent loyaliste, la Chine n'était plus un pays sûr. Il a décidé de battre en retraite à Taïwan et de là de reprendre le combat contre les Mandchous pour rétablir les Ming sur le trône. Afin de mener à bien son projet, il devait d'abord chasser les Hollandais de Formose. Et pour cela, il lui fallait un plan d'attaque. He Bin, un transfuge chinois de la Compagnie hollandaise des Indes orientales, avait réussi à rallier clandestinement la Chine, emportant avec lui une carte du fort de Zelandia. Koxinga ne pouvait espérer mieux. Taïwan était désormais à sa portée et il la reprendrait aux Hollandais. Après avoir assemblé des centaines de jonques dans le Fujian, le général a pris la mer.
Koxinga emmenait avec lui 25 000 hommes, c'est-à-dire le plus gros de son armée. Il a tout misé sur ce seul voyage. La traversée devait se révéler très éprouvante. Le détroit de Taïwan était considéré comme l'un des plus dangereux de tout l'Extrême-Orient. Après 2 jours de mer, le temps s'est gâté, contraignant Koxinga à faire halte dans les îles Penghu, à une 50aine de kilomètres de sa destination. Le général a prié les dieux de lui accorder leur aide. Et ses jonques ont réussi à vaincre les dangers de la traversée. Trois siècles et demi plus tard, c'est l'un de ces solides navires que le maire de Tainan et son équipe ont entrepris de reconstruire. Dans le temple dédié à Koxinga, ils sont venus demander aux dieux leur bénédiction. La réussite du projet dépendra du savoir-faire de chacun. Chen Linfu est constructeur naval. Ses 32 ans d'expérience lui ont valu d'être nommé chef de projet. Mais l'expérience est unique et il ne cache pas son appréhension. Beaucoup de choses m'inquiétaient quand j'ai pris la tête des opérations. Parce que ce n'est pas qu'une question de technique et d'expérience professionnelle. On ne peut pas mener à bien ce projet sans tenir compte de sa dimension historique et culturelle. Et ces craintes sont justifiées. Qu'il s'agisse du matériel utilisé, de la conception ou de la fidélité à l'histoire, il n'a pas droit à l'erreur. Le gouvernement taïwanais a également recruté une équipe d'ingénieurs et d'historiens chargés d'apporter ses conseils techniques à chaque étape de la construction. Mais si les historiens se soucient principalement de l'exacte conformité de la réplique avec l'original, les ingénieurs, eux, cherchent avant tout à construire un navire solide et fiable. Les discussions vont bon train. Au XVIIe siècle, les jonques étaient en pin, en camphrier et en taïwania cryptomérioides, des essences courantes en Chine. La réplique sera quant à elle construite en acacia, en choréa et en hêtre d'Asie. C'est cette essence, réputée pour sa robustesse, que le chef de projet Chen Linfu a choisi d'utiliser pour la quille. Mais le hêtre d'Asie est également un bois très lourd, ce qui oblige à modifier les plans de Chen Shuming et compromet la fidélité historique du projet. Les membres de l'équipe de construction ont été sélectionnés pour leur expérience, mais aucun n'a encore jamais travaillé sur la reproduction d'une jonque du XVIIe siècle. Su Tsong, leur chef, est spécialiste des bateaux en bois, un savoir-faire désormais très rare. Une chance pareille, ça n'arrive qu'une fois dans une vie. J'ai plus de 80 ans maintenant et je suis très heureux d'être encore capable de diriger une équipe. Comme vous le voyez, le squelette de la quille est assemblé. Demain, on peut commencer le montage du bordé. Un événement important a lieu aujourd'hui à Tainan, la mise en place de la quille. La procession quitte le temple dédié à Koxinga, dont la statue est transportée à travers les rues de la ville jusqu'au site de construction. La nouvelle jonque doit attirer les touristes, mais elle jouera également le rôle d'ambassadeur culturel en mer de Chine méridionale. Aujourd'hui, la plus ancienne ville de Taïwan annonce officiellement au monde le lancement du projet. Tout le processus s'apparente à une grossesse.
La mise en place de la quille en est la première étape, qu'on peut comparer au moment où la mère apprend qu'elle porte un enfant. Quant à la mise à l'eau du bateau, elle équivaut à la mise au monde d'un nouveau-né. Nous sommes les témoins de cette évolution et nous en sommes fiers et heureux. L'initiateur du projet préside la cérémonie. Ce navire symbolise le renouveau de Taïwan. Sans lui, sans son rôle pionnier, notre île n'aurait pas le visage qu'elle a aujourd'hui. Son évolution, son développement depuis le XVIIe siècle, aurait été complètement différent. Car en effet, il y a près de 350 ans, Koxinga écrivait l'histoire. Alors que sa flotte filait vers Taïwan, les Hollandais s'accrochaient à un dernier espoir. Une barre de sable fermait l'entrée de la baie. Le général chinois avait-il connaissance de ce phénomène? Koxinga connaissait le calendrier des marées dans la région. Il savait que les 3 premiers jours du mois lunaire, le niveau de la mer était juste assez haut pour que ces bateaux puissent franchir la barre et attaquer les Hollandais. Le général avait tout planifié soigneusement. Il savait qu'à la nouvelle lune, le coefficient de marée serait suffisamment élevé pour permettre à sa flotte de passer à l'offensive. À l'aube du 30 avril, Koxinga investissait le port occupé par les Hollandais. Koxinga ne pouvait pas tout simplement se déclarer le nouveau maître de Formose. Il devait d'abord vaincre cet obstacle, le fort de Zeelandia. En 1661, c'était une énorme forteresse, bourrée d'artillerie, d'eau et de nourriture. Elle pouvait tenir un siège très long. Plutôt que d'attaquer le fort de Zeelandia, Koxinga avait prévu de prendre d'assaut le fort Providencia, plus petit et plus vulnérable. Mais le tir nourri des vaisseaux ennemis l'a obligé à livrer bataille en mer. Les Hollandais tiraient à coups de canon sur un groupe d'hommes de Koxinga qui essayaient de monter à l'abordage. Et à un moment, une étincelle a mis le feu à la réserve de poudre. Le vaisseau amiral a explosé, tuant de nombreux Chinois et par la même occasion de nombreux Hollandais. Grâce à ses jonques, plus petites et plus maniables que les gros navires ennemis, Koxinga a fini par l'emporter. Les Hollandais en ont été pour leurs frais. Eux qui disaient qu'un seul des leurs valait 20 Chinois. À Tainan, l'équipe de construction apporte un soin particulier à la forme et à la structure de la jonque. La coque ressemble à un grand squelette, dont la quille serait la colonne vertébrale et la membrure la cage thoracique. Il faut à tout prix éviter que l'eau de mer ne s'infiltre par les trous de rivet. La technique employée est aussi ancienne qu'efficace. On enroule une corde autour du rivet, on enfonce à coups de marteau et on colmate. Le produit qu'on utilise pour étancher est à base de coquilles d'huîtres réduites en cendres et mélangées à de l'huile de bois de Chine. C'était en quelque sorte la silicone de l'époque. Mais aux yeux des historiens, l'ancienneté de cette méthode ne saurait faire oublier qu'à bien des égards, la vérité historique n'est pas respectée. Les constructeurs de la réplique se sont éloignés de l'original. Et les différences concernent essentiellement 3 domaines.
Tout d'abord, les dimensions de la quille sous la ligne de flottaison. La largeur et le tirant d'eau ont été quelque peu modifiés. Ensuite, les matériaux utilisés ne sont pas toujours les mêmes. C'est le cas des essences de bois. Et enfin, le troisième point, les outils et la méthode de travail. Dans ce domaine aussi, les ingénieurs ont fait des choix très différents. Ces vis, par exemple, sont au cœur du débat. Voilà l'objet de la discorde, une simple vis. Mais quand on construit un voilier selon les techniques du XVIIe siècle, on est censé utiliser un clou. C'est ce qui fâche autant les historiens. Je suis de tout cœur avec eux, étant moi-même un historien. Malheureusement, on ne peut jamais être fidèle à 100% à l'histoire. Le fort de Zelandia, par exemple, n'est plus ce qu'il était. Il s'est ensablé, et ce n'est plus une île. La ville l'a absorbé. Même chose avec le temple de Koxinga, qui a été entièrement rasé et reconstruit à 2 reprises. Quand on construit un bateau dans le but d'attirer les touristes, je ne parle pas d'amateurs de reconstitution, mais de simples touristes, il vaut mieux avoir à leur montrer quelque chose qui dure 20 ans plutôt que 3. Et si ça veut dire utiliser des vis, eh bien je suis d'accord. Pour le moment, les historiens ont du mal à faire entendre leur voix. De quoi parle-t-on? De construire la réplique exacte d'une jonque du XVIIe siècle et donc de respecter la vérité historique. N'oublions pas que le projet de la municipalité de Tainan avait pour objectif prioritaire la fidélité à l'histoire. Ces voiliers, construits selon des techniques traditionnelles, ont sillonné les mers pendant 1 millier d'années. Et on prétend que cette jonque ne pourra pas traverser l'océan? C'est absurde. En signe de protestation, l'historien Chen Xinxiong et le maquettiste Cheng Shuming quittent le projet. Le travail va devoir se poursuivre sans eux. Le dernier gouverneur hollandais de Formose, Frederik Coyet, a été condamné à avoir la tête tranchée. Il a échoué à stopper l'ennemi. Un crime puni de mort. C'est 4 ans plus tôt que son sort a été scellé, lorsque la flotte du général chinois est entrée dans la baie de Taïwan. Victorieux, Koxinga a exigé la reddition immédiate du fort Providencia. Et c'est en personne qu'il a reçu les messagers envoyés par le commandement hollandais. Mais l'audience a tourné court. « Taïwan est à moi », s'est-il écrié. « Partout où je me rends, je remporte la victoire. Mon armée compte des milliers de soldats. Vous seriez fous de vouloir l'affronter. » Ce n'était pas la réponse que ses interlocuteurs attendaient. Le 4 mai 1661, à court d'eau et de munitions, le fort Providencia a été contraint de se rendre. Après avoir pris pied à Taïwan, Koxinga pouvait déchaîner sa colère contre le dernier obstacle en travers de sa route, le fort de Zelandia. Pourtant, il a préféré retarder son offensive. Il a eu peur que ses hommes meurent de faim. Son armée était gigantesque, 25 000 soldats. Et il n'avait pas de quoi les nourrir. Il a compris qu'avant de pouvoir attaquer le fort, il devait constituer des réserves. Et il a envoyé ses troupes planter des pommes de terre et du riz. Les 2 camps se sont alors installés dans un siège interminable. Ce répit, Koxinga l'a mis à profit pour recueillir toutes sortes de renseignements. Car il savait que la bataille serait rude. Le fort de Zelandia est en réalité composé de 2 structures imbriquées l'une dans l'autre. Le château supérieur et le château inférieur.
Le général et son armée n'avaient encore jamais attaqué ce type de fortification datant de la Renaissance. Les murs sont hauts et inclinés, et depuis le sommet, ses défenseurs jouissent d'une vue à 360 degrés. Cette forteresse, a priori imprenable, a pourtant un point faible. Une redoute, un ouvrage de fortification détaché construit en hauteur sur une dune de sable. De la redoute, on peut aisément tirer sur le fort. Koxinga le savait, tout comme il savait que la prise de cette petite fortification prendrait du temps. Mais il était patient. À Tainan, l'équipe de construction est ralentie dans ses travaux. Chaque printemps, la ville célèbre la mémoire du général chinois. La fête, qui dure 3 jours, commence le 30 avril, date de l'arrivée de Koxinga à Taïwan. Cette année, les festivités coïncident avec la cérémonie annonçant la deuxième phase des travaux, le montage du bordé. Une fois le calme revenu, la construction de la jonque peut enfin reprendre. Les planches du bordé sont fixées à la membrure. On colmate les joints avec une corde afin de les rendre plus étanches. Le pont peut ensuite être posé. L'étanchéité de l'ensemble s'obtient grâce au goudron de bois, un produit utilisé pendant des siècles dans la construction des voiliers traditionnels. Le moment est venu de décorer l'extérieur de la jonque. Les couleurs choisies sont le blanc, le noir et le rouge, celles qu'on retrouve sur les peintures conservées à Hirado. L'équipe a tenu à reproduire un autre détail important, les yeux, qui selon la tradition protègent les marins contre les esprits malfaisants. La mâture, qui donne au navire son apparence si emblématique, est hissée et fixée sur le pont. Le mât principal mesure 28 mètres de haut. La jonque se reconnaît aussi à sa voilure. C'est elle qui a propulsé Koxinga à travers la mer de Chine et depuis le Moyen-Âge, sa forme est restée quasiment inchangée. Nos voiles sont en tissu et elles sont cousues avec du fil et une aiguille, exactement comme les voiles chinoises traditionnelles. Quand la réplique sera terminée, il faudra vérifier sa navigabilité. La mise à l'eau est imminente et toute l'équipe est anxieuse. Voilà 9 mois que le siège avait commencé. 1700 Hollandais s'entassaient à l'intérieur du fort. Des soldats, des femmes et des enfants dont beaucoup étaient malades ou blessés. Un événement des plus inattendus allait précipiter leur reddition. Un Allemand alcoolique a décidé de changer de camp. Il s'est allié à Koxinga et lui a donné quelques excellentes indications sur la façon de lancer l'assaut final contre le fort. La redoute construite à l'écart offrait à Koxinga une position stratégique avantageuse, un endroit d'où tirer sur le fort et alentour. Pour le général chinois, le moment était enfin venu de passer à l'attaque. À Tainan, un événement majeur est également en préparation. Alors que sur le site de construction, toute l'équipe travaille d'arrache-pied au lancement de la jonque, dans les rues de la ville, c'est déjà l'effervescence.
Chaque printemps, depuis des générations, les habitants célèbrent la naissance de Mazu. Mazu est la déesse de la mer, vénérée à Taïwan, à Hong Kong et dans toutes les régions côtières de la Chine. Aujourd'hui encore, ils sont des millions à se tourner vers elle pour lui demander protection et à prier dans les innombrables temples qui lui sont dédiés. D'après certains récits, Koxinga, fervent fidèle, aurait fait appel à ses pouvoirs divins. C'est à elle qu'il aurait adressé ses prières et demandé de l'aide pour franchir la barre à l'entrée de la baie de Taïwan. Aujourd'hui, les habitants de Tainan portent Koxinga et Mazu à travers les rues de la ville. Tout le long du trajet, ils s'arrêtent devant les commerces qui sollicitent la bénédiction des divinités. L'arrivée au port de la procession marque le début de la cérémonie de mise à l'eau. Le chef de projet Chen Linfu est aussi tendu que son équipe. Au moindre problème, c'est vers eux que se tourneront tous les regards. Soudain, un gigantesque halo apparaît dans le ciel. Pendant quelques instants, l'attention du public se détourne de la cérémonie. C'est un signe très spécial. Les dieux bénissent le bateau. Peut-être est-ce Mazu qui lui souhaite bon vent? En ce jour tant attendu, la réplique d'un navire du XVIIe siècle va prendre la mer pour la première fois. En alliant tradition et modernité, les constructeurs ont pris un risque. La jonque pourrait couler sous leurs yeux. L'essai se révèle concluant. Mais le voilier n'est pas encore autonome. Un bateau de pêche doit le remorquer jusqu'à un dock à proximité. Jugée peu sûre, la propulsion à voile a en effet été écartée. Elle pourrait rendre le navire incontrôlable et provoquer un accident. Un risque que les autorités de la ville et Chen Linfu ont refusé de prendre. Ils ont décidé d'ajouter un élément qui n'existait assurément pas du temps de l'invasion de Taïwan, un moteur. Pour les historiens, c'est le coup de grâce. Les jonques de Koxinga sont des navires fascinants. Fallait-il vraiment ajouter un moteur? Une réplique exacte serait aussi apte à naviguer que les jonques du XVIIe siècle qui dominaient les mers. Tant que le moteur ne sera pas installé, le navire restera bloqué dans le port. Trois siècles et demi plus tôt, c'était l'armée de Koxinga qui était immobilisée, attendant l'ordre d'attaquer. Finalement, le 25 janvier 1662, Koxinga a lancé l'assaut qui devait le conduire à la victoire. L'offensive contre le fort de Zelandia a été menée sur tous les fronts à la fois. Les jonques tiraient depuis la baie, se rapprochant peu à peu des murs. Le but de la manœuvre était de détourner l'attention des Hollandais de l'opération principale qui se déroulait sur terre. Les soldats du général chinois positionnés sur la dune avaient leurs canons pointés sur la redoute. 2500 boulets ont été tirés ce jour-là. La fortification ayant été détruite, ses occupants ont dû battre en retraite et se réfugier dans la forteresse principale.
2 jours plus tard, après des mois de résistance, le gouverneur Frédéric Coyette s'inclinait et cédait le fort de Zeelandia à Koxinga. Voilà ce que disait son dernier message. Nous acceptons de remettre à votre Altesse ce château, l'argent et les biens de la compagnie hollandaise. Koxinga, de son côté, avait accompli sa mission. Il avait transporté son armée en jonque jusqu'à Taïwan. Et il était venu à bout d'une des plus grandes puissances européennes du XVIIe siècle. Il a surtout gagné parce que ses soldats étaient plus nombreux et qu'il était mieux organisé. Mais il est vrai aussi que c'était un homme qui savait séduire les gens, les commander et s'attirer leur loyauté. Le 1er février 1662, les Hollandais ont signé leur reddition, s'engageant à quitter Taïwan. 4 ans plus tard, leur dernier gouverneur se retrouvait la tête sur le billot. L'exécution n'était en réalité que symbolique. Mais si Frédéric Coyette a finalement eu la vie sauve, sa réputation, elle, était ternie à jamais. Pourtant victorieux, son ennemi a connu un sort peu enviable. Quelques mois à peine après s'être emparé du fort de Zeelandia, Koxinga s'est éteint à l'âge de 37 ans. Nul ne sait quelle maladie a eu raison de lui. Le paludisme peut-être, ou bien la démence. Le général chinois avait combattu l'envahisseur mandchou pendant près de 20 ans, dans l'espoir de restaurer la dynastie Ming, qu'il avait juré de défendre jusqu'à la mort. Encerclé par l'ennemi à Fujian, il avait mis le cap à l'ouest, à la tête de plusieurs centaines de jonques et de 25 000 soldats. Son dessein était de bouter les Hollandais hors de Taïwan, de renforcer son armée et de revenir combattre les Mandchous en Chine. Mais il n'a pu l'accomplir qu'en partie. S'il est parvenu à vaincre la grande puissance européenne et à s'emparer de l'île, la maladie l'a obligé à interrompre prématurément son long combat. Et c'est avec le sentiment d'avoir lamentablement échoué qu'il est mort. Le chagrin l'a tué. Il s'est levé de son lit, il est allé en titubant jusqu'à la pièce du château où il gardait les récompenses remises par les princes Ming. Il en a serré une contre son cœur et s'est écrié « Comment pourrais-je affronter mon empereur au paradis alors que j'ai failli à ma mission ?» Et il est mort. L'homme mourait, mais un mythe naissait. En l'espace de 2 générations après sa mort, la nouvelle dynastie Qing l'a érigé en modèle de loyauté. Envers qui? Envers leurs ennemis, les Ming. Beaucoup de gens deviennent des mythes. Mais en général, ils ne le sont que pour un camp. C'est très rare de trouver quelqu'un qui soit un mythe pour tout le monde. Lui, c'est le cas. Partout où il a vécu, Koxinga est devenu un symbole de loyauté et de force. Son pays natal, le Japon, a fait de lui un héros. En Chine, où il a passé le plus clair de sa vie, il est l'homme qui n'a jamais renoncé à sa mission, un parangon de courage. À Taïwan, enfin, où la maladie l'a terrassé et où, suivant ses traces, beaucoup de Chinois se sont installés, il est considéré comme le père fondateur de la nation. Koxinga est enterré dans le Fujian, cette province chinoise où a commencé la fabuleuse épopée d'une armée hors norme. Après 2 ans de travaux, la réplique est enfin parée pour son voyage inaugural. Partie du port d'Anping, elle rejoindra l'embouchure de Luomen, lieu d'accostage du général chinois 3 siècles et demi plus tôt.
La cérémonie se déroulera sous les bons auspices de la divinité Koxinga. La jonque en bois de 29,50 m de long est propulsée par un moteur importé de Suède. Le système de navigation est électronique et des générateurs ont été installés dans le ventre du navire. Avec l'introduction de toute cette technologie moderne, les tenants de la sécurité l'ont définitivement emporté sur les historiens. Pour l'équipe de construction et le maire de Tainan, ce jour est à marquer d'une pierre blanche. Les efforts de ces 5 dernières années ont rendu possible l'impossible. Ce bateau sillonnera la mer en signe d'amitié. Il sera notre ambassadeur culturel. Il commencera par contourner l'île de Taïwan. Ensuite, il se rendra au Japon, à Hirado ou Ene Koxinga. Puis à Quanzhou, en Chine, où il a grandi. Et pour finir, à Xiamen et à Kinmen, où il a préparé son armée et planifié son attaque contre Taïwan. Les historiens sont unanimes pour dire que Koxinga était le roi des mers, l'homme qui, avec ses navires marchands du XVIIe siècle, est parvenu à chasser les colons européens de Taïwan. Ça fait 350 ans que Koxinga est mort et pourtant le personnage suscite des émotions toujours aussi vives. Et à l'image de son héritage, ce bateau symbolise l'éternelle opposition entre inventions extravagantes et faits historiques, entre mythes et réalité. À Tainan, ce navire a redonné vie à Koxinga.